Le comité poursuit son étude spéciale sur l'application de la loi sur les langues officielles et spécifiquement sur les défis liés à l'accès aux écoles francophones et aux programmes d'immersion française de la Colombie-Britannique. Le but de la réunion d'aujourd'hui est d'examiner les propositions de 3 organismes francophones nationaux en vue de moderniser l'approche fédérale en matière de financement en éducation. Nous entendrons des propositions pour la modernisation du protocole d'entente relatif à l'enseignement de la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde, afin de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Suzanne Lantier, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Mme Suzanne Bossé, directrice générale de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Mme Melinda Chartrand, présidente de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, M. Roger Paul, directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, et M. Jean-Luc Racine, directeur général de la Commission nationale des parents francophones. Au nom des membres du comité, je vous invite de votre participation. Je vous remercie de votre participation aux audiences de ce soir. Et on me dit que c'est M. Roger Paul qui va débuter, suivi de Mme Sylviane Lantier et pour terminer, M. Jean-Luc Racine. M. Paul, la parole est à vous. Merci, merci, Madame la sénatrice. Et je vous demanderai, parce que vous êtes assez nombreux, d'essayer de limiter vos interventions, la présentation à 5 minutes, 5 à 7 minutes, pour permettre aux sénateurs de vous poser des questions par la suite. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci aux sénateurs et aux sénatrices. Merci surtout de l'invitation et d'avoir accepté de nous entendre aujourd'hui. Je sais que pour vous, c'est un changement et pour nous aussi, c'est un changement. Donc, on est très, très heureux d'être ici avec vous ce soir. Votre comité étudie les défis liés à l'accès aux écoles françaises et au programme d'immersion française en Colombie-Britannique. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a envoyé d'ailleurs une demande le 15 septembre 2016 à la présidente du comité afin de discuter du renouvellement du protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité, à l'enseignement de la langue seconde et du besoin de le moderniser et de le morceler en 2018. L'invitation est venue plus vite que prévu, mais je pense qu'on était prêt. Merci beaucoup. Notre allocution cadre bien à l'intérieur de votre mandat, je pense, d'étudier l'accès à l'éducation en langue française en Colombie-Britannique. Or, elles doivent également dépasser les frontières de la Colombie-Britannique car elles ont trait à l'ensemble des transferts fédéraux en matière d'éducation en français langue première. Notre présence devant vous vise, entre autres, à discuter avec vous de 2 recommandations, la recommandation 5 et 6 du rapport intérimaire daté de 2005, votre rapport intérimaire, le rapport intérimaire du comité sénatorial sur les langues officielles intitulé « L'éducation en milieu minoritaire francophone, un continuum de la petite enfance au post-secondaire ». Et on aimerait vous demander de vous pencher à nouveau sur la situation, mais avec des lunettes de 2016, soit à peu près 10 ans plus tard. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération des communautés francophones et acadiennes étaient donc encouragées de lire la réponse du gouvernement du Canada au rapport sénatorial de 2015 qui s'intitule « Viser plus haut, augmenter le bilinguisme de nos jeunes Canadiens », qui ouvre la porte à des changements pour le protocole qui sera renouvelé en 2018. La FNCSF, la CNPF et la FCFA ont produit un rapport intitulé « Objectifs 2018-2023 » et je pense que vous en avez reçu une copie, du moins on a laissé la copie à la greffière, rapport, et ne vous inquiétez pas, on n'a pas l'intention de passer à travers les 40-50 pages.
On n'a pas assez de temps ce soir, malheureusement. Comme on n'a pas eu beaucoup de temps, le rapport est seulement dans une des deux langues officielles, mais notre intention est de le faire traduire. Aussitôt qu'il va être traduit, nous allons, parce que comme je l'ai mentionné, on ne pensait pas d'être ici ce soir. Donc, faute de temps, vous avez le rapport en français, mais vous allez l'avoir en anglais. Le protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité, à l'enseignement de la langue seconde. Depuis des décennies, le ministère du Patrimoine canadien conclut un protocole avec le Conseil des ministres de l'Éducation, communément appelé le CEMEC, afin de régir les modalités de transfert de fonds fédéraux devant financer les coûts supplémentaires de l'enseignement dans la langue de la minorité et de l'enseignement de la langue seconde. Les organismes nationaux représentant les parents, les communautés et les conseils scolaires réclament d'une même voix la modernisation de la façon de répartir les fonds fédéraux dirigés vers l'enseignement du français, langue première, dans les communautés francophones en situation minoritaire, afin d'appliquer au domaine de l'éducation dans la langue de la minorité des bonnes pratiques déjà existantes dans d'autres domaines. Le protocole n'a jamais été modernisé pour refléter la nouvelle réalité en éducation élémentaire et secondaire de la maternelle à la 12e année, c'est-à-dire pour refléter l'enchâssement de l'article 23 dans la Charte, pour refléter la décision May en 1990 ou la création même des conseils scolaires francophones à travers le pays dans les années 90, parce que le protocole, tel qu'on l'a aujourd'hui et qu'on l'avait avant 90, ne tient pas compte de la nouvelle réalité qu'on a maintenant des conseils scolaires francophones à travers le pays. Le protocole présente, d'après nous, 3 lacunes historiques qui minent considérablement, dis-je, son efficacité. Premièrement, le protocole permet aux provinces et aux territoires de déterminer unilatéralement les besoins de la minorité en matière d'éducation, ce qui est contraire, d'après nous, à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, le ministère du Patrimoine canadien rencontre le CMEC, ou les ministères de l'Éducation, de chaque province et territoire, et leur demande quelles sont leurs priorités en matière d'éducation élémentaire et secondaire, de maternelle à la 12e année. Les conseils scolaires francophones sont les seuls aptes à identifier ces besoins, vous en conviendrez avec nous. Un autre exemple, les ministères de l'Éducation sont responsables d'établir les plans d'action mettant en œuvre le protocole et décident ce qui doit être financé et ce qui ne le sera pas. Pour ce faire, les ministères de l'Éducation peuvent, et le mot c'est peuvent, faire abstraction des besoins des communautés francophones parce qu'il n'y a pas d'obligation de consulter. Deuxièmement, le protocole ne permet pas au ministère du Patrimoine canadien ni au conseil scolaire francophone à travers le pays d'exiger une reddition de comptes efficace et complète de la part de leur ministère de l'Éducation afin de déterminer les fins auxquelles les fonds sont utilisés. Et on a plusieurs exemples. L'utilisation faite par les gouvernements provinciaux et territoriaux des fonds fédéraux continue d'être une préoccupation fréquente. Et troisièmement, les fonds affectés à l'enseignement élémentaire et secondaire en français langue première hors Québec sont trop souvent utilisés afin de financer les coûts essentiels de notre enseignement, tels que garantis par l'article 23 de la Charte, et non les coûts véritablement supplémentaires de cet enseignement. Par exemple, la création d'un curriculum en français langue première constitue une dépense essentielle qui doit être financée par la province et non par le financement fédéral. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Mes collègues de la FCFA et de la CNPF présenteront plusieurs exemples de situations depuis 1970 qui nous poussent à dire qu'il s'agit de lacunes historiques et surtout, ils présenteront brièvement les instances qui ont été avisées de ces lacunes historiques depuis 1970. La solution, l'adoption d'un protocole additionnel tripartite. Il faut une véritable voix aux communautés en matière d'éducation élémentaire et secondaire. Très concrètement, la Fédération nationale des conseils scolaires, la Commission nationale des parents francophones
et la Fédération des communautés francophones et acadiennes demandent l'adoption en 2018 d'un protocole, dis-je, additionnel tripartite. Et j'ai rayé beaucoup de choses que je voulais dire, faute de temps. La modernisation et le morcellement du protocole ne constituent pas des propositions radicales. Il s'agit d'une revendication simple. Le gouvernement fédéral devrait transférer ses meilleures pratiques au domaine du financement en matière d'enseignement dans la langue de la minorité. Par exemple, il est maintenant inconcevable de conclure un accord au profit d'un peuple autochtone sans que celui-ci en soit signataire. En 2010, le gouvernement fédéral a conclu des ententes tripartites en éducation, c'est-à-dire des accords entre un organisme représentant les peuples autochtones d'une province, le ministère de l'Éducation d'une province et le gouvernement fédéral. Par exemple, l'accord cadre tripartite sur l'éducation entre Canada, Colombie-Britannique et la Fédération des Nations en éducation, ou Federation Nations Education Steering Committee. Il s'agit d'un organisme qui a comme mission de faciliter les discussions sur les questions de l'éducation affectant les Autochtones de la Colombie-Britannique et de promouvoir et d'encourager l'offre d'une éducation de qualité aux élèves autochtones de la province. Ma collègue de la FCFA présentera un autre exemple d'accord intervenant directement entre le gouvernement fédéral et les communautés francophones dans des domaines de compétences provinciales et territoriales. Donc, je m'arrête à ce moment-ci pour ensuite peut-être pouvoir répondre à vos questions, mais pour donner du temps à mes collègues de s'exprimer également. Merci de votre attention. Merci, M. Paul. Madame Lantier, s'il vous plaît. Alors, Madame la Présidente, membre du comité, c'est la première fois depuis la fin de l'été que la FCFA a l'occasion de comparaître devant vous. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire. J'ai l'impression que nous aurons l'occasion d'échanger à plusieurs reprises cette année sur les enjeux reliés à la dualité linguistique et à l'appui du gouvernement au développement de nos communautés. En tout cas, je le souhaite. Les enjeux liés aux investissements fédéraux en éducation et au protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité ne datent pas d'hier. En fait, ces enjeux d'imputabilité, de reddition de comptes, de consultation et de participation remonte presque aux origines de la FCFA elle-même, alors qu'elle s'appelait encore la Fédération des francophones hors Québec. En 1981, la Fédération a consacré tout un mémoire à cette question. Dans ce document qui s'intitulait « À la recherche du milliard, analyse critique des programmes fédéraux de langues officielles dans l'enseignement », la FFHQ notait qu'il n'existait pas de mécanisme de contrôle qui permettrait de déterminer précisément comment les provinces utilisent les sommes investies par le gouvernement fédéral, ni de savoir si les dépenses provinciales et territoriales en enseignement servaient effectivement à rencontrer les objectifs initiaux du programme. Ce constat demeure d'actualité. Qui plus est, depuis 40 ans, les communautés sont tenues à l'écart des négociations fédérales, provinciales, territoriales en matière d'enseignement dans la langue de la minorité. Le protocole et les ententes qui en découlent permettent aux provinces et aux territoires de déterminer unilatéralement nos besoins en matière d'éducation. On parle ici du domaine de l'éducation, mais à un niveau plus fondamental, c'est de la manière même dont les gouvernements transigent avec nos communautés qu'il faut parler. Désormais, il faut que les communautés soient à la table et qu'elles le soient de deux manières. D'abord, dans une optique de prise en compte, ensuite, dans une optique de prise en charge. Parlons d'abord de prise en compte. Le mémoire dont la FNCSF, la CNPF et la FCFA sont signataires parle de l'importance d'inclure dans un nouveau protocole des clauses imposant une obligation claire, efficace et contraignante de consultation des communautés francophones et acadiennes. Cette demande fait d'ailleurs écho aux propos de la FCFA devant le CS Malo, c'est-à-dire le Comité des sous-ministres adjoints des langues officielles, le printemps dernier. À ce moment, la Fédération a soulevé qu'il existe de manière récurrente et endémique des enjeux en matière de consultation de nos communautés quant aux programmes et politiques gouvernementaux et que cela constitue un irritant et, dans certains cas, un obstacle au développement de nos communautés. On nous dira que le protocole en éducation engage également les gouvernements provinciaux et territoriaux qui n'ont pas les mêmes obligations que le gouvernement fédéral.
Je répondrai que lorsque le gouvernement fédéral transfère des fonds aux provinces et aux territoires, il transfère aussi ses obligations. Et l'obligation de consulter les communautés francophones en situation minoritaire est clairement établie à la partie 7 de la Loi sur les langues officielles. À la suite de notre présentation au CS Malo, il a été convenu que le gouvernement et les communautés élaboreraient conjointement, de manière collaborative, un modèle cohérent et satisfaisant qui définirait ce qu'est une consultation en bonne et due forme. Ce modèle s'appliquerait très bien au niveau protocole que mes collègues et moi réclamons en ce qui a trait à l'enseignement dans la langue de la minorité. Parlons maintenant de prise en charge. Au cours des décennies, les communautés francophones et acadiennes ont investi plusieurs secteurs de développement, de la gestion scolaire à la gestion de nos centres culturels, de la santé aux médias communautaires, de la petite enfance aux aînés et aînés. Loin d'être des spectateurs de notre propre développement, nous en sommes les principaux acteurs. Et pour cause, nos communautés connaissent mieux que quiconque leurs propres réalités, qui sont souvent très différentes de celles de la majorité. L'expérience nous démontre également que les solutions développées par et pour les communautés sont le mieux à même de répondre aux besoins des francophones. Tout ceci milite pour une pleine participation des communautés dans un contexte de réel partenariat avec les gouvernements, aux initiatives politiques et programmes ayant un impact sur elles. Cette intention apparaît clairement dans le plan stratégique communautaire issu du Sommet des communautés francophones et acadiennes de 2007, et je cite « Les communautés reconnaissent l'importance pour les citoyens et les citoyennes francophones du Canada de prendre en charge collectivement le développement et l'avenir de leur communauté. » C'est sur cette toile de fond que s'inscrit l'appui de la FCFA à une pleine participation de la FNCSF comme voix des communautés dans le cadre d'un protocole spécifique à l'éducation en français, langue première. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, il est temps que nous ayons une voix au chapitre non seulement dans un contexte consultatif, mais aussi dans un contexte décisionnel. Et vous nous l'entendrez dire à plusieurs reprises dans l'année parlementaire qui débute. Je vous remercie. Merci, Madame Lantier. Monsieur Racine, s'il vous plaît. D'abord, vous remercier pour l'invitation, vous transmettre les salutations de notre présidente, Mme Véronique Legault d'Halifax, qui malheureusement a une jeune famille, donc c'est impossible pour elle d'être ici aujourd'hui. Alors, d'abord, au niveau de la Commission nationale des parents francophones, pour nous, ça fait longtemps qu'on parle de la modernisation du protocole en éducation. En fait, c'est un cheval de bataille pour nous. Déjà, en 1996, la CNPF publiait un rapport intitulé « Où sont passés les milliards ?» Étude sommaire sur la répartition des subventions du programme des langues officielles dans l'enseignement, 1970-71, et avec les fonds de 95-96, un genre de comparatif. Or, on concluait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puisque Ottawa dépensait des millions dans les programmes d'appui aux langues officielles en éducation, mais les parents ne voyaient aucune différence dans les écoles. Ce rapport soulignait notamment qu'il existe de graves problèmes de reddition de comptes de la part des provinces et territoires, comme le fait aujourd'hui la CNPF, la FCFA et la FNCSF. Or, on écrivait dans le rapport, en feuilletant les sommaires détaillés préparés par Patrimoine canadien, on découvre que les subventions du programme des langues officielles pour l'éducation ont tout simplement servi à payer des salaires, à transporter des élèves et à chauffer des édifices. Bref, à n'importe quoi, sauf à contribuer aux frais supplémentaires visés en éducation pour la minorité. Or, ça, c'est en 1996. Ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement. En 2002, le vice-président de la CNPF réitérait les conclusions du rapport de 1996 au comité mixte permanent des langues officielles. Le gouvernement fédéral a dépensé près de 10 milliards de dollars dans les 32 dernières années pour les langues officielles dans l'enseignement. C'est plus que pénible d'en arriver à savoir comment l'argent a été utilisé. Les provinces ne disent jamais comment l'argent a été utilisé. C'est souvent parce que cet argent a été versé dans les fonds communs et qu'elles ne savent plus elles-mêmes, les provinces, ce qu'il en est advenu. En 2002, la CNPF proposait au comité mixte des langues officielles de la Chambre des communes et allait même plus loin dans la refonte du protocole. On écrivait
ne donnez plus aux gouvernements provinciaux les fonds supplémentaires destinés à l'éducation française de la minorité. Donnez-les directement au conseil scolaire de la minorité élu pour gérer ces écoles, en vous assurant que les provinces ne trouvent pas moyen de les pénaliser par derrière en reprenant l'argent. Appuyer les organismes qui ont pour mission de consolider nos communautés en situation minoritaire. Ça, c'était la position. Alors, on y arrive aujourd'hui avec un petit peu plus de sagesse et on vous propose en fait une autre façon d'opérer. Maintenant, vous allez voir dans le protocole, dans le rapport qu'on vous présente, c'est que en ce moment, c'est que le protocole permet aux provinces et territoires de déterminer unilatéralement les besoins de la minorité en matière d'éducation. En 2003, Marc Gignac, alors directeur général de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, un des membres de la CNPF, soulevait avec le Comité permanent des langues officielles du Sénat la possibilité de signer un protocole distinct pour l'enseignement élémentaire et secondaire dans la langue de la minorité. Il existe à l'heure actuelle beaucoup de confusion sur ces différents programmes de financement, sur leurs critères d'allocation de fonds et sur les entités responsables de leur gestion. En Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone a beaucoup de difficultés à planifier ses interventions, ne sachant pas trop le montant du financement qui lui sera alloué. Et lorsqu'il le sait, on en sera pratiquement rendu à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est très difficile de faire de la planification dans ces circonstances. Alors, on a d'autres exemples. En 2000, le ministère de l'Éducation la ministre de l'Éducation de la Nouvelle-Écosse affirmait qu'elle se sentait libre de dépenser l'argent du programme d'enseignement des langues officielles comme bon lui semblait. Selon Graham Fraser, le commissaire aux langues officielles, en 2013, un ancien ministre provincial de l'Éducation m'a déjà avoué, ça c'est lui qui parle, qu'une fois que le chèque du gouvernement fédéral arrive, les besoins sont nombreux et il y a beaucoup de pression pour qu'on place simplement les fonds dans l'enveloppe et qu'on les dépense de la façon qu'on juge bonne. Donc, aucune consultation avec les communautés, on dépense l'argent comme bon nous semble. En 2006, le ministère de l'Éducation du Yukon a pu réaffecter près de 2 millions de dollars destinés à la Commission scolaire francophone vers l'enseignement de la langue seconde sans obtenir le consentement préalable de la Commission scolaire. C'est quand la ministre a dû témoigner qu'on a appris que ce 2 millions-là avait été versé pour l'immersion plutôt que pour les communautés francophones. Alors, ce n'est que quelques exemples pour vous montrer qu'on a un réel besoin de modifier le protocole existant. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci bien, M. Racine. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions que les sénateurs voudront bien poser. La première question sera posée par la sénatrice Poirier, vice-présidente du comité. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous toutes d'être ici. C'est très intéressant. J'ai juste une couple de questions. Puis, je pense que la question est pas mal générale, que peut-être n'importe qui de vous autres peuvent la répondre. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez un troisième protocole. Donc, ma question, c'était pourquoi vous voulez créer un troisième protocole plutôt que demander au ministre d'être inclus comme signataire dans le prochain protocole? À votre question? Oui, bonne question. Merci beaucoup parce que c'est au cœur de ce qu'on demande. Le protocole actuel comprend des domaines comme l'immersion, comprend des domaines comme le post-secondaire. Et ces domaines-là, l'immersion, le post-secondaire, mais j'en nomme juste quelques-uns, là, ne sont pas protégés par l'article 23. Ces domaines-là, vous savez, depuis qu'on est allé, depuis l'arrêt Mahé, on a créé nos conseils scolaires francophones. On n'avait pas ça avant. On n'avait pas ça quand les premiers protocoles ont été élaborés, négociés, etc. Maintenant, on a des conseils scolaires de langue française qui ont un droit de gestion en matière de langue,
la langue française, et en matière de culture. Et on se dit, ces argents-là qui sont versés pour des frais supplémentaires, pas des frais ordinaires, sont versés aux communautés, ou plutôt au gouvernement, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins supplémentaires. Ça coûte plus cher dans les conseils scolaires de langue française. Ça, je ne vous apprends rien, pour faire en sorte qu'on s'occupe de la construction identitaire, par exemple, de nos élèves. Toute la question de la culture dans nos communautés et dans nos écoles. Donc, ça, c'est régi par l'article 23. C'est couvert par l'article 23. Et si on demandait d'être signataire du plus grand protocole tel qu'il existe depuis le début, c'est-à-dire français langue première et enseignement dans la langue seconde, à ce moment-là, on est en train plus ou moins de dire, mais pourquoi nous, on va décider ou on va influencer tout ce qui se passe en immersion au français langue seconde. On n'a pas plus de droit d'influencer que n'importe quel autre organisme qui voudrait influencer. Mais quand on traite de l'article 23, quand on traite de langue et culture dans nos écoles de langue française, ça, c'est protégé par l'article 23 de la Charte. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, je ne pense pas que c'est déraisonnable. Comme mes collègues l'ont mentionné, ça fait déjà 15, 20, 30 ans qu'on souligne qu'il y a des préoccupations, qu'on souligne que les argents qui devraient aller vers l'enseignement du français langue première, on ne sait pas où va cet argent-là. Donc, on s'est dit, si on est à la table, si les communautés, les conseils scolaires, les parents sont à la table dès le début, et si on encadre dans le cadre d'un nouveau protocole d'entente, mais on ne se mêle pas des choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, qu'on n'a pas d'opinion par rapport aux argents qui vont être demandés par le postsecondaire. On a beaucoup d'opinions par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion par rapport à l'enseignement du français langue seconde. On appuie l'enseignement du conseil langue seconde. Il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Sauf que le morceau, les argents qui sont dévolus pour le français langue première dans nos écoles, qui traitent de langue et de culture, c'est inacceptable. On l'a mentionné dans le passé. Ça existe déjà. Il y a des ministères de l'Éducation qui traitent déjà avec le fédéral et avec des représentants d'organismes autochtones dans des provinces et dans des territoires qui signent de façon tripartite des protocoles d'entente. Pas dans le cadre du protocole actuel duquel on parle, mais il y a déjà ça s'est déjà fait et ça se fait encore. C'est pour ça qu'on veut vraiment cibler, enlever, si on veut, les discussions et les argents qui sont mis de côté pour français langue première, qui sont perdus dans un immense protocole. C'est complexe, ce protocole-là. Il y a des millions et des millions de dollars. Mais on peut-tu avoir un certain contrôle sur les argents qui s'en vont dans nos communautés et dans nos écoles? Et c'est pour ça qu'on s'est dit, la seule façon logique, c'est pas révolutionnaire, on le demande depuis longtemps, c'est d'avoir un protocole distinct pour les argents maternels 12 qui s'en vont dans nos écoles. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez eu la chance d'en discuter avec la ministre Joly? Si oui, est-ce que la ministre semble favorable à l'idée d'avoir un troisième protocole? Je vous dirais qu'on a eu la chance parce qu'on veut quand même donner on est au début des discussions et des consultations, n'est-ce pas? Le gouvernement a entrepris pendant tout l'été des consultations sur le renouvellement du prochain plan d'action, anciennement appelé protocole d'entente. Et on a eu la chance de présenter à la ministre Joly, au secrétaire parlementaire, M. Randy Boissonneau, tous ces points-là. On les a présentés. Et on ne veut pas que personne ait de surprise quand les décisions vont se prendre. Et c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On veut en parler longtemps d'avance, avant que les décisions se prennent. Donc, on a même fait des présentations auprès des hauts fonctionnaires de patrimoine canadien. Ils savent beaucoup de quoi on parle. Et c'est sûr qu'on ne va pas nous faire, comment je dirais, des promesses d'avance.
On est rendu au stade de consultation, de discussion, mais je vous dirais que le sentiment, c'est que la porte n'est pas fermée. Mais non, on n'a pas eu d'assurance d'une façon ou de l'autre. Merci. Merci, Mme la Présidente. Sénateur Maltais, s'il vous plaît, suivi de la sénatrice Fraser. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je veux vous remercier d'être arrivé à pied levé. Vraiment gentil de votre part, c'est très apprécié. J'ai peut-être deux questions, deux interrogations. Et ça, vous l'avez dit, Madame Paul aussi. Il y a un problème de consultation de la part des autorités provinciales. Ils ne consultent pas sur rien, somme toute, ou très peu. Ils ne vous consultent pas, ils viennent de vous enlever le financement. Si vous consultaient, vous pourriez quand même dire ce que vous avez besoin, les conseils scolaires. Directement dans votre microphone, nous avons difficulté à D'accord, entendre. Madame la Présidente, vous avez raison. Je me soumets à votre dictat. Donc, si on vous enlève, on ne vous consulte pas, donc ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. On a eu le président du Conseil du Trésor ici, charmante personne, M. Scott Bryson, et je lui ai posé la question s'il y avait un contrôle que l'argent qui est versé par le gouvernement fédéral par le programme d'éducation via Patrimoine Canada, si le gouvernement fédéral avait un contrôle là-dessus. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? On n'en a pas. Et c'est difficile pour le gouvernement fédéral de savoir ce que les provinces font avec ces sommes-là. Est-ce qu'ils mettent ça dans la voirie? Est-ce qu'ils mettent ça dans les infrastructures? Est-ce qu'ils mettent ça dans les universités? Ils peuvent la mettre partout, on n'a pas de contrôle. Alors, j'imagine que dans chacune des provinces, il y a un ministre d'éducation ou quelque chose comme ça. Et est-ce que vous m'avez fait frémir, M. Racine, en me disant que la ministre de la Nouvelle-Écosse, la ministre de l'Éducation, pouvait faire ce qu'elle voulait avec cet argent-là? Je regrette, là, ça ne marche pas de même, une loi. Patrimoine Canada, c'est une loi du Parlement. Et lorsqu'on envoie de l'argent pour spécifiquement un besoin aussi précieux et touché que la langue, bien, il faut qu'il y ait aux langues. Il ne faut pas qu'il y ait une agriculture des patates et des pommes. Alors, il y a un manquement très, très grave à la loi fédérale. Et je suis surpris qu'il n'y ait personne qui l'ait ramassé. Je vous assure que si j'avais été député dans le temps, dans ce coin-là, la madame aurait passé un mauvais quart d'heure. J'ai été député assez longtemps pour savoir que lorsque l'argent est voté dans une province ou dans un parlement fédéral, il faut qu'il y ait la destination. Donc, à partir du principe où vous n'êtes pas consulté ou très peu, c'est très difficile pour vous de demander l'argent en conséquence. Comme M. Paul le dit, si on vous consulte au mois de mai, puis ils vont dire rendu au mois de juin bientôt, un mois après, l'école est finie, puis vous auriez dû être consulté au mois d'août pour l'école rouvre en septembre. Vous fassiez vos programmes. Alors, il y a un problème de consultation, puis un problème de savoir. Moi, je pense que le gouvernement fédéral donne assez d'argent, mais il ne la suit pas assez. Et les provinces, il va falloir qu'ils soient mis au pas par quelqu'un, et c'est le ministre du Patrimoine canadien qui devra la mettre au pas. C'est incompréhensible aujourd'hui que des parlementaires aient voté une loi, on passe au côté. Et là-dessus, le gouvernement fédéral, peu importe les partis politiques, a tout son petit manque là, de ne pas avoir de reddition de compte de cet argent-là. Tant il y a aussi longtemps que vous ne saurez pas s'il y a eu, un exemple au Nouveau-Brunswick, 20 millions pour les langues, et vous n'en recevez que 500 000, il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. Et tant il y a aussi longtemps qu'on ne saura pas ça, ça va être très difficile pour vous autres de combler vos besoins parce que vous marchez, excusez l'expression, et vous marchez presque à l'aveuglette. C'est difficile pour vous, là, c'est très difficile. Je me mets dans votre peau, c'est très difficile. Alors, il y a 2 points, consultation et reddition de compte pour l'argent fédéral. J'aimerais vous entendre là-dessus brièvement, Madame la Présidente, je ne vais pas prendre tout le temps. Écoutez, moi,
Moi, j'aimerais juste vous inviter à lire le mémoire de la FNCSF, de la SCFA et de la CNPF parce que au niveau de l'historique du protocole, il y a là des informations qui vont grandement vous intéresser en ce qui concerne comment ça a évolué en ce qui concerne précisément la reddition de comptes. Parce que entre les premiers protocoles et le protocole qu'on a maintenant, le gouvernement fédéral et les provinces, en fait, le gouvernement fédéral a tenté d'amener les provinces à faire davantage de reddition de comptes de différentes façons. Il y a eu beaucoup d'évolutions, mais en même temps, l'évolution qu'il y a eu, c'est pas quelque chose qui a permis d'avoir vraiment des résultats ou les résultats qu'on souhaitait. Ce qui fait qu'au cours des ans, il y a de nombreuses personnes de nos communautés qui se sont présentées devant des comités comme le vôtre et que les revendications qui se sont succédées, je pense, sont devenues de plus en plus intéressantes dans le sens où elles finissent par s'adresser davantage au nœud du problème et à proposer des solutions qui sont vraiment de matière à tenter de franchir ce pas-là et d'arriver à faire en sorte qu'on va avoir de la reddition de comptes et qu'on va aussi avoir plus que de la consultation, mais comme on disait tantôt dans notre présentation, une réelle prise en charge. Donc, cette demande-là qu'on fait, qui est de créer un protocole tripartite qui morcellerait le protocole actuel, permettrait de faire ça, c'est-à-dire de permettre une réelle gestion scolaire, de vraiment donner l'ensemble des outils de la gestion scolaire entre les mains des conseils scolaires francophones et permettrait aussi d'obtenir une plus grande reddition de comptes et permettrait aussi, je pense, d'obtenir un plus grand impact dans les communautés avec l'argent du fédéral qui serait à ce moment-là transféré aux provinces parce que cet argent-là servirait à obtenir des résultats qui visent les priorités des communautés et qui nous permettent d'agir là où on sait qu'on doit agir pour réussir les écoles françaises et réussir à avoir des enfants qui sont diplômés de nos écoles et qui sont des gens qui participent dans nos communautés et qui veulent continuer de vivre en français. Parce que c'est de ça qu'on parle. On parle aussi beaucoup, énormément, de l'avenir de nos communautés quand on parle de ce qui se passe dans nos écoles françaises. C'est pour ça que ça nous préoccupe tant et que ça nous préoccupe constamment. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on trouve que le fait d'obtenir ce protocole-là, tel qu'on le décrit et tel qu'on le demande, ça nous donne un outil fondamental pour corriger des lacunes historiques et pour obtenir des résultats qui vont transformer nos communautés et nous permettre d'obtenir des résultats qu'on cherche avec les écoles françaises et qu'on n'arrive pas à obtenir en ce moment. Dernière question, Mme la Présidente. Rapidement, sénateur, on peut toujours faire un deuxième Vous avez tour. parfaitement raison, mais il y a une question d'équité aussi en tant que Canadiens, Canadiennes. Les conseils scolaires anglophones, ils sont consultés sur le cursus des étudiants, ils sont consultés sur les programmes et sur les montants d'argent qui vont leur être attribués. Vous ne l'êtes pas. Au départ, c'est une discrimination. Et on se retrouve avec des situations qui se passent à Gatwick aujourd'hui, au Nunavut. C'est vraiment le comble. Le ministère de l'Éducation tourne le dos à sa population, puis il se fout carrément. Il s'en va vers une assimilation complète. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'allait l'argent du gouvernement fédéral dans le cas. Donc, oui, M. Paul. Je pourrais simplement vous dire, par rapport à votre première question, on a plein d'exemples, des preuves à l'appui. Mon collègue, M. Racine, vous a fait référence aux 2 millions d'Yukon qui ont été transférés de français langue première à français langue seconde. Moi, je peux simplement vous dire rapidement, on a fait l'analyse de tous les rapports, de tous les ministères de l'Éducation, des provinces et des territoires pour essayer de pouvoir suivre l'argent. Parce que c'est important de suivre l'argent. On peut bien dire, on a reçu 25 millions, 50 millions, mais où est allé cet argent-là? Alors, on a embauché des experts dans l'analyse de rapports, des chercheurs, je les ai même lus moi-même. Les rapports ils sont assez volumineux. Ils donnent beaucoup d'informations générales. Vous savez qu'il y a des axes, il y a des priorités. Puis ils disent qu'ils dépensent 10 millions là-dedans, puis 5 millions ici, puis etc., mais il n'y a aucun détail. Les conseils scolaires essaient d'obtenir les détails des dépenses. On ne les obtient pas. Donc ça, c'est pour les rapports qui sont envoyés à Patrimoine canadien. On vient d'avoir, il n'y a pas tellement longtemps, et puis vous l'avez dans le mémoire qu'on vous a remis,
Un exemple frappant, puis il a fallu passer à travers accès à l'information, mais où une province a pris, dans une petite province, de l'argent pour payer de l'argent de patrimoine canadien pour les frais supplémentaires, a pris 13,5, a payé 13,5 enseignants. Les enseignants qui devraient payer, qui doivent payer pour enseigner le français, pour enseigner des matières de base, là, ce n'est pas des fonds supplémentaires. Ils ont pris cet argent-là des fonds de patrimoine canadien pour le PLOE. Ça, c'est un deuxième. Un troisième, il y a une obligation quand le patrimoine donne des sous aux provinces et aux territoires en matière d'éducation. Il y a une obligation de, excusez l'expression, mais de matching. La province doit s'engager, le territoire doit s'engager à payer le même montant d'argent, donc c'est 50-50. On essaie d'obtenir où est la part de la province ou du territoire. C'est un mystère. Et finalement, on parlait de consultation. Dans une autre province, la consultation a été faite de la façon suivante. Ils ont pris le plan stratégique du conseil scolaire, ils l'ont regardé, ils ont décidé, d'après ce qu'ils avaient vu et leur interprétation, mais ce n'est pas des gens qui sont en éducation dans les écoles de langue française, les priorités. Ils n'ont pas consulté le conseil scolaire, puis ils ont décidé, mais voici quelles sont vos priorités cette année. Et je pourrais continuer avec plein d'exemples. Merci beaucoup. Alors, passons à la prochaine question par la sénatrice Fraser, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous tous d'être là, surtout avec si peu d'avis. On l'apprécie énormément. Le manque d'imputabilité dont vous vous plaignez est une source d'une immense frustration pour toutes les communautés minoritaires, y inclut la mienne, depuis le début. Et on a toujours dû se rendre compte que le refus ferme des provinces ne changeait pas. N'allez pas vous ingérer dans notre domaine, dans notre juridiction. Est-ce que vous avez la moindre indication qu'il y aurait une possibilité d'un espoir, d'un petit changement du côté provincial, ou est-ce que c'est juste que vous continuez patiemment à plaider votre cause avec l'espoir qu'un jour, ça marchera? C'est un peu cynique comme question, mais elle est réelle de ma part. Et j'ai une deuxième question. Dans vos recommandations, quand vous dites que le protocole additionnel tripartite doit inclure une définition de dépenses supplémentaires qui exclut les coûts, non. Est-ce que vous avez des chiffres, des comparaisons, pas d'anecdotes, mais quelque chose qu'on ne peut pas nier, quoi? Les gens aiment toujours nier. Est-ce que vous avez donc des preuves, des chiffres pour nous indiquer, et éventuellement le public, quelles sont les différences de coûts qui sont impliquées à l'éducation en langue minoritaire? Ces coûts supplémentaires dont vous parlez. Deux questions. Bon, mais à votre première question, qui est à savoir, est-ce qu'on va continuer d'année en année, fois après fois, de revendiquer la même chose qu'on revendique depuis plus de 20 ans? Et je vous dirais que si on a un objectif pour cette rencontre-ci, c'est justement ça. On a besoin d'appui. On a besoin de votre aide dans ce sens-là. Et vous l'avez déjà fait, peut-être pas vous ici autour de la table, mais votre prédécesseur, le comité sénatorial sur les langues officielles. Et je lis rapidement une de vos recommandations qui n'a pas été retenue la dernière fois. On a dit peut-être qu'on a bon espoir, on est rendu 10 ans plus tard, peut-être qu'avec votre aide, on va la retenir. Vous avez recommandé que le gouvernement fédéral et ses partenaires élaborent un nouveau cadre de gestion du programme des langues officielles dans l'enseignement de manière à
assurer la participation directe des conseils scolaires francophones aux négociations des ententes en éducation. Ça vient de votre comité. De séparer les programmes d'enseignement dans la langue de la minorité et dans la langue seconde dans les négociations des protocoles et des ententes en éducation. On vous l'a mentionné d'entrée de jeu. On n'invente rien, là, nous autres. Les gens ne vont pas être renversés par ce qu'on demande. On reprend presque textuellement la conclusion à laquelle vous êtes arrivé en 2005. Et on se dit, ça nous donnerait un bon coup de pouce si vous pouviez la regarder. Tu sais, des fois, des vieilles recommandations, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des recommandations qui sont désuètes. Alors que nous, ce qu'on vous dit, c'est que cette recommandation-là, si elle avait été adoptée au moment où vous l'avez recommandée, ça nous aurait grandement aidé dans nos communautés, dans nos écoles et dans nos conseils scolaires. La deuxième partie, je pourrais chiffrer. Je ne sais pas avec moi, je ne suis pas venu préparer pour votre question, mais votre question, elle est tout à fait pertinente. Puis on peut même aussi vous faire parvenir un document qui vient tout juste d'être élaboré et qui s'appelle, le titre, c'est « La spécificité et la vitalité et la valeur ajoutée ». Parce que vous savez que ce n'est pas évident de continuer à assurer notre vitalité, notre pérennité dans nos communautés francophones, surtout en matière d'éducation. Et la question est, pourquoi ça coûte plus cher d'enseigner en français qu'en anglais? Un exemple très, très simple. Parce que j'ai été directeur général d'un conseil scolaire dans mon ancienne vie. Quand j'étais directeur général, il y a plein d'enfants qui m'arrivaient au niveau de la maternelle, et des enfants ayant droit, là, mais qui ne maîtrisaient pas la langue française. Donc, ils étaient défavorisés dès le point de départ. Est-ce que ça existe beaucoup dans les conseils de langue anglophone ou anglaise? Pas beaucoup. S'il y en a, il y a peut-être des exceptions. Mais nous, ce n'est pas rien que des exceptions. Ça veut dire ça, que pour franciser ces enfants-là, ça coûte plus cher. Les anglophones n'ont pas besoin de faire ça dans leur conseil scolaire. Donc, c'est un petit exemple. Si on veut nous amener plus loin, par exemple, on a parlé, vous avez vu ça dans le document, d'un projet rassembleur qui est issu, en fin de compte, d'une table nationale dont on est 3 partenaires majeurs. L'école communautaire citoyenne, on s'est dit, ça nous prend un projet qu'on a appelé rassembleur pour faire en sorte que on a besoin de fonctionner différemment dans nos communautés et dans nos conseils scolaires pour assurer cette vitalité et cette pérennité. Mais ça a des répercussions dans l'enseignement. Quelqu'un qui vient enseigner dans nos écoles, qui arrive de l'extérieur, par exemple, d'une de nos facultés d'éducation, et on en a plein. Par exemple, quelqu'un qui nous arrive pour enseigner dans un contexte minoritaire. La personne s'imagine que ça va fonctionner de la même façon que dans une école de langue anglaise ou que dans une école au Québec. Non, au Québec, quand tu enseignes, par exemple, en français, le français, tu ne te préoccupes pas nécessairement de transmettre par rapport à la vitalité, la pérennité de ta communauté, la culture. Et nous, si on n'enseigne pas langue et culture en même temps, on est voué à une disparition. Mais nos enseignants ne sont pas tous prêts à avoir intégré ce message-là, parce qu'il nous arrive d'un petit peu partout. Ce n'est 2 exemples, mais j'ai plein d'exemples pourquoi c'est spécifique et qu'il faut se prendre autrement et ça coûte plus cher pour faire en sorte qu'on met l'accent sur la construction identitaire de nos élèves. Alors, s'ils peuvent envoyer la documentation. Oui, alors, M. Paul, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire parvenir les documents dont vous aviez parlé, auxquels Mme Avec plaisir. Fraser aimerait avoir certaines réponses, ainsi que l'ensemble du comité. La sénatrice Gagné, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de si bien lancer la session.
cette année. J'ai beaucoup aimé la passion avec laquelle vous nous transmettez vos messages face à l'enseignement dans la langue de la minorité. J'ai eu à témoigner les négociations qui ont déjà eu lieu entre le CMEC et aussi le gouvernement canadien, voir comment est-ce que ça se déroulait. Puis je me suis posé la question à savoir si vous aviez conçu ou est-ce que vous avez commencé à discuter de comment vous voyez ce processus-là se passer. On a, dans un premier temps, le CMEC et le gouvernement canadien qui s'entendent sur une formule de répartition des fonds. Puis ensuite, il y a les négociations bilatérales entre le gouvernement canadien et chacune des provinces. Qui est-ce que vous voyez à la table pour la signature au niveau du protocole entre les trois parties? Serait qui la troisième partie? Ça, Puis après ça, après la réponse, j'aimerais ça peut-être approfondir. Oui. Merci, sénatrice Gagné. C'est une excellente question. L'organisme qu'on voit à la table vraiment pour représenter les communautés au niveau de la signature du protocole, d'un protocole qui serait, comme on demande, le tripartite, ce serait vraiment la Fédération nationale des conseils scolaires. Et on travaille étroitement ensemble là-dessus pour voir comment on peut faire en sorte que la Fédération des conseils scolaires, comme signataire, ne va pas avoir les travers que les provinces avaient, c'est-à-dire qu'il va y avoir une meilleure collaboration aussi avec les communautés en termes de reddition de comptes et en termes de transparence. Donc, on pense qu'avec un partenaire plus communautaire, on va aussi, comme communauté francophone en général, avoir une bien meilleure relation de travail et être en mesure d'avoir des impacts là, dans nos écoles qui sont ceux qu'on cherche. D'accord. Et puis je dirais, peut-être juste pour ajouter, je ne sais pas si vous savez exactement comment ça se passe au niveau du protocole d'entente, mais vous n'avez pas tous les ministres de l'Éducation autour de la table. Tous les ministres de l'Éducation, je sais que vous le savez parce que vous l'avez négocié, mais à titre d'information, il y a 1 ou 2 représentants. Puis normalement, par exemple, cette année, c'est par rotation, cette année, c'est le tour de l'île du Prince-Édouard. Donc, l'île du Prince-Édouard, les négociations vont se faire avec la représentante au niveau je vais appeler des administrateurs. Donc, c'est la sous-ministre de l'île du Prince-Édouard au nom de l'île. C'est à elle, cette personne-là, de faire le déblayage, qu'on appelle le déblayage. Mais ensuite, il y a un président qui représente ses collègues de tous les ministères de l'Éducation, qui va être son ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation de l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est 1 ou 2 personnes qui représentent l'ensemble de tous les ministères de l'Éducation qui parlent en leur nom suite à des consultations. Bien, ça serait le même processus, comme Mme Lancier vient de le mentionner. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones, si elle est à la table dès le début et pour la signature du protocole, oui, on ne veut pas avoir 10, 15 personnes autour de la même table, ce n'est pas fonctionnel. Mais par contre, il y a une lourde responsabilité de la personne qui représente, pas rien que les conseils scolaires, parce que vous oubliez, là, c'est un mémoire qu'on a présenté à 3 organismes. Donc, la personne suggérée, ça va être une personne de la FNCSF, mais pas pour représenter juste les intérêts de la Fédération des conseils scolaires, mais les intérêts de nos communautés, les intérêts de nos parents en matière d'éducation, comme le font le CMEC. 1 ou 2 personnes au nom de l'ensemble. Maintenant, ma question est par rapport aux ententes bilatérales. Est-ce que vous voyez un rôle, justement, à la table pour la négociation entre la province et le gouvernement fédéral? Est-ce que vous voyez à la table des 3 parties, puis ensuite, plus loin, quand les ententes bilatérales sont aussi négociées? Ça aussi, c'est une excellente question. On est rendu là, mais en même temps, on est très prudent. Parce que comme l'éducation, et on le dit souvent, c'est de compétences provinciales et territoriales, nous aussi, nos communautés, nos organisations de parents, nos conseils scolaires ont leur autonomie dans chacune des provinces et territoires.
On peut, au niveau national, encadrer. On peut appuyer, mais on n'ira pas négocier. Et donc, ça va être la province et le territoire. Par contre, si on est là dès le début pour encadrer les discussions, on dit bien encadrer. Nous, on n'est pas pour négocier 5 millions pour un, puis 10 millions pour... Ça, c'est pas de nos affaires. C'est pas à nous. C'est aux provinces et aux territoires. Puis on n'irait pas s'ingérer dans les affaires des provinces et des territoires. Mais si on est là au niveau de l'encadrement, ça va aider énormément. Puis dans l'encadrement, on va être capable de dire, sans aller négocier pour nos provinces et nos territoires, de demander comment va se faire la reddition de comptes dans chacune des provinces et territoires. Alors que c'est là qu'est le gros du problème. Là, peut-être un deuxième tour. Alors, sénateur Mockler, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je devrais peut-être commencer par un petit commentaire. On devrait avoir Zachary Richard ici pour avoir la chanson « Réveil ». Cela dit, je pense que le sénateur Maltin puis les autres sénateurs ont posé des questions qui, vraisemblablement, ouvrent une porte où on doit ensemble ouvrir cette porte-là afin qu'on puisse avoir beaucoup plus d'imputabilité pour voir où les argents vont. Vous avez quelques exemples de certaines provinces, mais j'aimerais peut-être, Madame la Présidente, serait dirigée à M. Paul. Vous avez dit que vous avez fait et complété la distribution en tenant compte pour chaque province et les territoires. Ce rapport-là a été fait en quelle année? Et aussi, est-ce que ça peut être distribué aujourd'hui? Sénateur Mockler, le rapport a été fait l'année passée. Oui. Pas l'année passée, mais chevauche 2 années, mais l'année passée, disons. Et puis, il est à jour, sauf que le rapport... oui, je peux vérifier si on peut vous en faire parvenir une copie, mais dans le rapport, les seules évidences que vous allez voir, c'est qu'il n'y a pas de détails. C'est toutes des généralités. Dans le sens que c'est facile de dire parce qu'il y a des axes. Hein? Les axes sont des priorités. Puis dans les axes, on sait combien de millions est donné à quelle province, etc. Sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas, à part le fait qu'ils ont donné 10 millions pour élémentaire et secondaire par rapport à la rétention des élèves. J'avance n'importe quelle sorte de chiffre, là, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais disons, on a donné tant d'argent pour faire ça. Mais on l'a dépensé comment, cet argent-là? Est-ce qu'on l'a envoyé vers les conseils scolaires pour qu'eux autres, par exemple, fassent des études et des recherches pour la rétention des élèves? Puis pourquoi on ne retient pas nos élèves? Pourquoi, comme vous le savez, c'est Rodrigue Landry qui l'a mentionné, un chercheur éminent par rapport à l'éducation en langue française au Canada, mentionne, puis c'est encore vrai aujourd'hui, qu'il y a seulement un ayant droit sur 2. On ne parle pas de non-ayant droit, mais un ayant droit. Donc, ils ont le droit à l'éducation en langue française, mais ils ne se prévalent pas de leurs droits. 1 sur 2. Pourquoi ils ne se prévalent pas de leurs droits? Bien, il me semble qu'on devrait aller vérifier ces informations-là. Et l'autre point, les élèves nous arrivent, puis on disait qu'on est bon à admettre des élèves à un bas âge. Mais ils ne demeurent pas dans nos conseils scolaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions énormes. On n'a pas d'école un peu partout. Ils sont transportés en autobus pour 1h30. Pour un petit, ça n'a pas d'allure. Puis, donc, on penserait que ce genre d'informations-là, on pourrait utiliser de l'argent pour aller chercher des réponses à ce genre de choses. Mais on ne nous donne pas de détails par rapport à l'utilisation de l'argent. Madame la Présidente, la main gauche doit savoir ce que la main droite fait et vice-versa. Puis moi, lorsque j'étais responsable dans un autre monde, dans la province du Nouveau-Brunswick, pour
les argents devaient être dépensés tels que spécifiés par le protocole. Si qu'on veut mettre, puis vous le dites, la modernisation et le morcellement du protocole d'entente relatif à l'enseignement de la langue secondaire, vous devez avoir ces rapports-là pour bel et bien apporter à l'attention du gouvernement fédéral pour leur démontrer que les argents, puis vous le dites, vous donnez des exemples, mais il faut aller au-delà de juste donner l'exemple. Il faut s'asseoir à la table pour être présent, pour que vous pouvez leur démontrer au gouvernement, tant du côté provincial que fédéral, que ces argents-là sont dirigés dans le protocole tel que l'article 23. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. OK. Donc, moi, Madame la Supplémentaire, Présidente. Madame la Présidente. C'est une supplémentaire? Oui, allez-y, sénateur Maltais. Écoutez, c'est plus une question là, de programme et de consultation, c'est une question d'honnêteté. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander d'abord à la ministre du patrimoine canadien qu'elle ait des redditions de comptes de l'argent versé aux provinces? Et pourquoi, dans une situation minoritaire, qu'elle n'ait pas versé directement cet argent-là au conseil scolaire? Si, par exemple, on découvre, et vous avez la preuve, vous nous en avez apporté plusieurs, là, j'imagine que vous en avez d'autres dans votre valise, démontrer à la ministre que cet argent-là qu'elle verse, là, ne s'en va pas à l'éducation en français dans les communautés. Et je pense que c'est là la clé, que cet argent-là soit versé directement au conseil scolaire. Si les provinces gardent l'argent, la ministre a beau s'évertuer en donner plus, mais chez vous, il ne se ramasse rien. Qu'est-ce que ça va faire pour l'enfant? Ça ne donne rien. Mais dans ce sens-là, sénateur Maltais, on s'est dit, avant d'aller directement à cette piste-là ou cette solution-là, on voulait essayer de travailler ou de suggérer de travailler à l'intérieur d'un certain encadrement. Puis là, bien, OK, suivons les règles du jeu. Oui, il y a un protocole. On demande rien de révolutionnaire. On demande d'ajouter une autre étape, un processus pour les écoles de langue française qui sont les seules qui sont couvertes par l'article 23. Et je pense que c'est légitime. Mais il va falloir que, puis c'est pas à moi à dire à qui que ce soit quoi faire, mais il va falloir que la discussion se fasse dans un premier temps avec ceux qui sont à la table, c'est-à-dire Patrimoine canadien et les provinces et les territoires. Puis c'est juste, moi je me dis, c'est dans une autre étape qu'on va voir ce qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, on ne demande pas que l'argent soit versé directement dans les conseils scolaires. On demande d'être inclus dans l'encadrement. Mais savez-vous une chose? Si on demandait, ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais ça ferait certainement peur au ministre de l'Éducation de chacune des provinces. Oups! La Fédération des francophones minoritaires, ils s'occupent de leurs affaires. On est mieux de s'ajuster. Peut-être que ce serait là un bien pour vous autres. Peut-être que si on leur brasse un petit peu la soupe, ils ont peur de se faire sortir par la première cuillerée. Fait qu'ils vont y penser comme il faut. Merci. Est-ce que ça vient du sénateur qui a brassé la soupe souvent? Oui. Alors, je crois que le sénateur, c'est encore le premier tour du sénateur Mockler et ensuite au deuxième tour, nous avons la sénatrice Poirier et la sénatrice Gagné. Merci beaucoup. Mais je crois que vous faites un travail exceptionnel, puis une chance qu'on vous êtes ces instruments-là, parce que ça serait, je vais utiliser un vocabulaire, ça serait pire. Mais cela dit, chaque gouvernement provincial doit mettre un rapport des argents tels que le protocole d'entente. Et puis, si vous me dites que dans les 2 dernières années, puis c'est l'an passé, que ça ne s'est pas produit spécifiquement, il faut ouvrir cette porte-là, puis apporter à l'attention du gouvernement actuel, avec un nouveau mandat, de sensibiliser l'appareil pour que ça soit spécifique, que les argents... Puis je vais vous dire, lorsque j'étais là, il me fallait que je donne des réponses avec l'appareil gouvernemental où nos argents allaient. Si ça allait au niveau élémentaire, secondaire, ou ça allait ailleurs. Tu ne pouvais pas construire
un chemin au transport avec les argents qui étaient envoyés spécifiquement pour le protocole d'entente. Moi, je suis un peu, Madame la Présidente, en commentaire, puis je vous pose la question tout après, parce que l'approche gouvernementale, peu importe qui forme le gouvernement, avec l'article 23, on doit faire un rapport d'imputabilité et puis de démontrer clairement où ces argents-là sont allés. Puis si on ne peut pas faire ça, puis vous n'avez pas pu le faire dans les 10 dernières années, ou depuis 69, laissez-moi vous dire qu'on a un problème sérieux, peu importe les gouvernements. Donc, Madame la Présidente, peut-être qu'on devrait avoir beaucoup plus de temps avec ce que vous venez de nous révéler, plus tard, peut-être dans d'autres réunions. Et puis moi, j'aimerais, avant que... Pourquoi que vous croyez que l'approche gouvernementale actuelle est-elle contraire à l'article 23, puis ça se continue? Pourquoi vous pensez? Parce que moi, je vais vous dire mon opinion, c'est parce que peut-être que l'imputabilité et la transparence a toujours été questionnée. Moi, je disais que la transparence est importante, mais je pense qu'on va aller plus loin. Hein? On veut que les communautés soient consultées, puis qu'il y ait un plan de déterminer qu'on puisse arriver à des ententes avec les provinces où on tient compte vraiment des besoins des francophones. Alors, c'est pas juste d'avoir les rapports des différentes provinces pour voir où est allé l'argent. On veut plus que ça. On veut être consulté, on veut travailler avec les partenaires pour s'assurer que l'argent est vraiment dépensé au niveau des besoins des francophones. Puis je pense que c'est là, l'article 23, il y a une responsabilité, puis je reviens à ce que vous aviez dit, sénatrice Fraser, tantôt, mais je pense que c'est important qu'on puisse vraiment, au niveau des fonds, oui, c'est vrai que les ministères de l'Éducation, là, sont surveillent leur chasse gardée, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'argent du fédéral et c'est relié à l'article 23. Donc, on se doit d'avoir un plan avec les communautés, puis aussi une reddition de comptes aussi, également. Oui, si je peux ajouter quelque chose, je pense que ce qui est intéressant à remarquer aussi, c'est que la Charte des Canadiennes des droits et libertés a été adoptée en 1982. Il y avait des protocoles qui existaient avant 1982. Et on se rend compte que, donc, il y a eu la Charte canadienne des droits et libertés, il y a eu des cas de cours, donc des jugements de cours qui ont permis de donner la gestion scolaire aux francophones dans l'ensemble des provinces et territoires. Ça aurait dû changer quelque chose, ça, dans la façon de négocier le protocole, dans la façon de voir comment on va faire les choses à partir de ce moment-ci où on a la gestion scolaire. Et si ça a créé des conseils scolaires, ça n'a rien changé sur comment les gouvernements se sont comportés pour établir ce protocole-là. Et donc, ce qu'on demande vraiment, c'est un changement réparateur pour qu'on puisse faire ce que l'article 23 devrait nous permettre de faire. Merci. Alors, rapidement, pour un deuxième tour, la sénatrice Poirier et la sénatrice Gagné. Merci. Je veux juste, dans une des présentations qu'on a reçues, c'était mentionné que lorsque le gouvernement fédéral transfère des fonds aux provinces et aux territoires, il transfère aussi les obligations. Et donc, les obligations de consulter les communautés francophones en situation minoritaire est clairement établie dans la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Donc, je me rappelle que M. Racine avait mentionné à un moment donné, si je me rappelle bien, c'était Nouvelle-Écosse, où c'est qu'il avait demandé des certains détails, puis qu'il n'avait pas pu avoir des détails. On a eu d'autres exemplaires qui ont été partagés dans d'autres provinces. Quand que vous savez que vous faites une demande pour quelque chose comme ça, puis que vous êtes refusé, vous êtes répondu, comme en Nouvelle-Écosse qui vous ont répondu que ça ne vous concerne pas, ce n'est pas de vos affaires, ou, je ne me rappelle pas trop exactement les mots que vous avez utilisés. Est-ce que c'est que vous faites un suivi à ça? Est-ce que c'est que vous faites une plainte que la personne ou ces personnes-là ne respectent pas l'obligation qu'ils ont avec le transfert des argent? Est-ce qu'il y a une avenue où ce que c'est que vous pouvez faire, puis est-ce que c'est que vous faites ça? C'est ma première question. Et la deuxième question, donc, en vous écoutant, c'est bien clair qu'il y a un problème qui existe. Puis le problème semble être peut-être un petit peu partout à travers le Canada et les provinces et les territoires où ce que c'est qu'il y a des situations minoritaires dans la langue. Est-ce que c'est qu'il y a une province ou une plus qu'une ou un territoire qui serait plus exemplaire de réussite, qui travaille plus en collaboration avec vous autres, qui pourrait être peut-être une porte d'ouverture comme exemplaire pour les autres provinces à suivre? Est-ce que c'est qu'ils sont tous au même niveau, là?
Non, ils sont pas tous, ils fonctionnent pas tous de la même façon. Puis on n'a pas voulu, puis c'est pas l'intention qu'on voulait d'entrée de jeu, peinturer tout le monde dans la même, avec la même couleur, même pinceau. Oui, il y a des provinces où ça semble mieux aller. Sauf que là, il y a des nuances, là. Ça veut dire quoi, ça, mieux aller? Dans un premier temps, on s'est dit, ça va bien dans certaines provinces, tant et aussi longtemps qu'on veut bien que ça aille bien. Ça veut dire ça que quand un nouveau ministre de l'Éducation ou une nouvelle ministre de l'Éducation arrive, qui n'a pas les mêmes idées que son prédécesseur, il n'y a rien dans l'encadrement pour institutionnaliser le fonctionnement. C'est au bon vouloir des fonctionnaires ou des ministres en place. Et donc là où ça va bien, c'est pas parce qu'ils sont obligés, parce que une des grandes failles du protocole qu'on disait d'entrée de jeu, c'est qu'ils ne sont pas obligés de consulter. C'est noir sur blanc. S'ils veulent, c'est parce qu'ils veulent bien. Mais ils veulent bien parce que la personne qui est là en poste veut bien. Mais change la personne en poste, bien, on devient très, très vulnérable à ce niveau-là. Là où ça devient un peu plus problématique, c'est une question de reddition de comptes. Quand on n'est pas capable, même là où ça va bien, parce que là, il y a des collègues qui m'ont dit, mais Roger, on a quand même des argents du fédéral, puis la question que je leur pose, mais savez-vous exactement comment on l'a dépensé à part de généralité? Ça, on ne le sait pas. Autre point. Prenons la province de l'Ontario. C'est une grande province en Ontario. On a 12 conseils scolaires. Les 12 conseils scolaires, il y en a un qui se retrouve à Timmins, d'autres à Sudbury, d'autres à Ottawa, d'autres à Toronto. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Et est-ce qu'on les consulte conseil scolaire ou communauté par communauté pour voir quels sont vos besoins par rapport à l'éducation en langue française dans votre communauté? Non. Il y a des formules qui sont identifiées et c'est des formules qui sont décidées par la province, par le ministère de l'Éducation. Pas encore là. Où est le niveau de consultation et d'imputabilité quand ils ne sont pas obligés de le faire? Et donc là, la réponse qu'on nous sert tout le temps, c'est la réponse typique. Mais vous savez, l'éducation, c'est de compétences provinciales et territoriales. On le sait. Par contre, il y a une obligation de la part du fédéral, quand il donne des sous en matière d'éducation, de savoir où est dépensé cet argent-là, même si l'éducation est de compétence. Si les provinces et les territoires ne veulent pas rendre des comptes de façon précise et détaillée, bien, c'est à eux de ne pas accepter d'avoir les sous de patrimoine canadien. Et jusqu'à date, il n'y a pas personne qui n'a pas accepté. Puis vous savez que ces négociations-là, vous y avez participé, c'est corsé, là. Tout le monde tire de son côté, plus grosse province, plus petite province, et petite priorité, etc. Puis à la toute fin, ça prend une éternité avant de signer parce qu'il y a une province ou deux qui décident de ne pas signer parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir. Et c'est pas évident, là. Mais par contre, puis là, je ne parle pas du protocole au complet, là. C'est vaste, là, le protocole. Mais si on peut retirer une petite partie du protocole, une partie quand même importante pour nous autres. Puis ça, là, je pense qu'il y aurait moyen de s'entendre là-dessus. Sénatrice Gagné, suivie du sénateur Mockler et ensuite le sénateur O. Merci. Merci, Madame la Présidente.